Dans Mythbusters, la situation s'électrise. Adam et Jamie se disputent Je te donne juste mon avis et je me fiche pas mal du tien. pour se retrouver enlisés dans des sables mouvants meurtriers. Si la pompe s'arrêtait pendant l'expérience, on mourrait prisonnier de 9 tonnes de sable. Que se passe-t-il quand le tatouage rencontre la technologie? Le body art est-il explosif? Qui sont les Mythbusters? Il me manque un sourcil? Adam Savage. Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. Et Jamie Heineman. Fais coin-coin. Jamie n'est pas un mauvais génie. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Est-ce qu'on s'arrêtera un jour? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Quoi de plus affreux que Adam en peignoir? Le prochain mythe n'est pas loin. Pourquoi le peignoir? Écoute, Jamie, nous allons nous attaquer à l'un des mythes classiques du cinéma hollywoodien. C'est simple. Si tu jettes un appareil électrique dans mon bain, je m'électrocute. Des appareils électriques, nos joujoux préférés. C'est parti. D'accord. Tous ces appareils. Je vois qu'ils ont des interrupteurs différentiels. C'est obligatoire? On ne vend pas de sèche-cheveux sans prise de terre avec interrupteur différentiel pour des raisons de sécurité. S'ils tombent dans la baignoire, le courant se coupe. Immédiatement? Oui. Un interrupteur différentiel détecte les sautes de courant subites et coupe immédiatement le courant. Les vieux appareils n'ont pas de prise de terre ni d'interrupteur, ce qui les rend dangereux. C'est ça qu'il nous faut. Regarde cette radio. On va la poser à côté de ta baignoire. Et ce truc-là, ça fera... Tandis que celui-là fera... Je pense que celui-ci est plus puissant. Non. Prenons celui-là. Ce petit téléviseur irait dans la baignoire. Parfait. C'est pile ce qu'il nous faut. Je suis rentré, chérie. Les Mythbusters ont des idées très différentes sur la suite des événements quand ces appareils entreront en contact avec l'eau. Jamie est sceptique. Pour moi, ce serait comme si je plongeais une ampoule électrique dans l'eau de la baignoire, après y avoir jeté un grille-pain, et que je m'attendais à ce que l'ampoule s'allume. Je sais que c'est impossible. Adam est sûr de lui. Il ne comprend pas que le courant alternatif va passer par une jambe. Le tuyau d'évacuation va relier la baignoire à la terre. Et le corps sera un superconducteur le temps que l'électricité passe de l'appareil à la terre. Ça te tuerait tout net. Je ne suis pas totalement sûr que ça n'électrocute pas, alors je ne vais pas sauter dans le bain. Mais je pense que ça ne marchera pas. Si Jamie pense qu'on ne risque rien, je n'hésiterai pas à jeter un sèche-cheveux dans l'eau pendant qu'il est dans son bain. Mais quelque chose me dit qu'il ne se laissera pas faire. On a tous les appareils électriques possibles à jeter dans le bain. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne veux pas faire cette expérience dans n'importe quelle salle de bain. J'en veux une qui soit isolée pour faire les tests en toute sécurité. Je vais demander au décorateur de construire une salle de bain totalement isolée et étanche, avec une baignoire reliée à la terre, et au-dessus faire installer une étagère rabattable sur laquelle on posera l'appareil qui tombera dans la baignoire. Christine et Tori entrent en scène. Les gars ont besoin d'une salle de bain. Nous allons essayer de construire une vraie salle de bain, quelque chose d'aussi approchant que possible. Je vais monter 2 murs qu'on recouvrira de carrelage. Ici, il y aura la baignoire, un lavabo là, et là-bas les toilettes. Espérons que ça leur conviendra. Je l'ai loué pour 10 $ et ça fuit. Dieu sait ce que c'est. Quel beau travail que la télévision. Je décroche toujours les meilleurs boulots.
Il faut savoir quelle intensité de courant passe dans l'eau. C'est un ampère-mètre. Je mets le fil de terre au centre pour mesurer l'intensité. Je l'attache sur le tuyau d'évacuation pour relier la baignoire à la terre. Pour Adam, le danger mortel vient de l'ampérage, non du voltage. Le seuil létal, environ 70 mA. Si une personne reçoit 1 million de volts, elle souffrira, mais si l'intensité est inférieure à 70 mA, ça ne la tuera pas. En moyenne, on ressent le choc de l'électricité statique vers 10 à 30 000 volts. L'idée est simple. Un corps est plongé dans une baignoire, dans notre cas, un mannequin en gel balistique. 2 plaques de cuivre fixées dans la poitrine du mannequin représentent le cœur. Elles sont connectées à un relais qui se déclenchera quand l'intensité entre elles atteindra 70 mA, ampérage mortel selon Adam. La baignoire isolée est prête. Il ne manque que le baigneur. On va fabriquer un corps en gel balistique pour vérifier le mythe des appareils électriques dans la baignoire. On va utiliser ce vieux moule de Jamie. C'est un moule superbe en fibre de verre. Ensuite, on scelle le mannequin pour le remplir entièrement de gel. S'il y a des fuites, tout sera fichu. On a déjà eu ce genre de problème. Cette fois-ci, il ne prend pas de risque. Une fois le moule bien graissé avec du saindoux, Jamie a fait des effets spéciaux rien qu'avec du saindoux. il le scelle hermétiquement avec du silicone et de l'adhésif en aluminium. Par sécurité, on va le doubler. Quand on aura fini le 1er juin, on en fera un autre. Ils entourent le moule de glace. Allons chercher les seaux et remplissons-le. J'espère qu'il y en aura assez. Ils versent le gel liquide et attendent qu'il prenne. Adam est un tantinet nerveux. Il n'y a plus qu'à prier. Est-ce qu'il y a un saint patron du gel balistique? Bon sang. Maintenant, les Mythbusters vont vérifier une autre légende qui tue. Les sables mouvants. C'est pour ça que je porte ce casque colonial ridicule? Non, c'est parce que tu es un idiot. Ici, le mythe ne porte pas sur l'existence des sables mouvants, mais sur leur capacité à tuer, comme on le voit dans les films, les sables qui tirent vers le fond. Alors on va créer des sables mouvants avec un effet de succion capable d'engloutir quelqu'un? Exactement. Cet horrible scénario est classique à Hollywood. Tarzan peut toujours compter sur les sables mouvants pour ensevelir ses ennemis. Y a-t-il un brin de vérité dans l'histoire des sables mouvants? Peuvent-ils réellement aspirer quelqu'un dans un puits sans fond? C'est juste au coin. Oui, tu connais? J'ai acheté mes faux yeux. Curieusement, nul ne sait si les sables mouvants sont mortels, mais chacun sait ce qu'il faut éviter si on tombe dedans. Le mythe sur les sables mouvants, il ne faut pas résister. Plus on se débat, plus on s'enfonce. Tout à fait. Je l'ai vu dans Tarzan. Tout à fait. Jamie a une théorie sur les particules de sable. Il doit y avoir un seuil de finesse qui, à un certain point, maintient le sable en suspension, comme pour la boue. Bon, on va prendre votre densité la plus faible. Un sac de votre sable le plus fin, s'il vous plaît. Les garçons choisissent 2 sortes de sable à grains fins et de l'argile en poudre. Si on recrée des sables mouvants, on vous donnera la recette pour clouer vos patrons sur place. J'ai des clients que ça intéresserait. Bonne idée. Les Mythbusters veulent en savoir plus sur les sables mouvants. Gérald Gray, un survivant, va combler leurs lacunes. Je faisais une promenade à cheval avec ma famille. J'avais 8 ans. On traversait la Santa Ana, une rivière du sud de la Californie, connue pour ses fonds sableux. On savait qu'il y avait des sables mouvants, mais on ne connaissait pas leur emplacement. Leurs chevaux les ont évités. Le mien s'est enfoncé. Il en avait jusqu'au ventre. J'avais peur de descendre. Et d'ailleurs, on m'a dit de ne pas le faire, car il y avait des sables mouvants entre la berge et moi. Ils ont réussi à atteindre mon cheval avec des cordes et à le tirer de là. Il serait mort s'il avait été seul. Les sables mouvants résultent d'un processus appelé liquéfaction.
L'eau qui monte du sous-sol sature le sable ou le sol, réduisant ainsi la surface de friction entre les particules, jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus supporter aucun poids. Pour faire l'expérience grandeur nature, Adam et Jamie doivent connaître la densité de leur mixture sableuse. Si elle est plus dense que l'eau, il pourrait s'avérer difficile de s'y enfoncer. Christine, Mythbuster stagiaire, a pour tâche la fabrication d'un hydromètre, instrument qui mesure la densité des fluides. L'hydromètre est un flotteur muni d'une tige graduée. Du plomb, utilisé comme lest, maintient l'équilibre vertical. La lecture s'effectue au niveau de la graduation à la surface du liquide. Malheureusement, Christine est novice en la matière. Tu as bousillé ma tige filetée. Elle est fichue. Je te donnerai $1,50 plus tard. Vérifie avec l'écrou. Pense avant d'agir. Oui. C'est pas bien grave, mais si c'était sur cette machine là-bas, $30 000. Réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Fais une pause, pense et ne touche à rien avant de savoir t'en servir. Christine met du cœur à l'ouvrage, ce qui est un bon début. Malheureusement, elle n'y connaît rien. Jamie est un bon prof. Quand il voit qu'un travail dépasse mes compétences, il me montre comment faire et il s'en va. Et il dit « Je le veux pour 4 heures ». C'est une méthode qui marche avec moi. Une partie de notre travail ici consiste à détourner les outils et le matériel de leur fonction première. Alors, quand de jeunes stagiaires travaillent avec nous, je dois leur imposer des limites. Je dois leur faire comprendre qu'une manipulation peut être dangereuse. Tu ne l'as pas collé à l'envers, au moins. On ne peut pas te laisser seul. On va d'abord faire un test, parce que la véritable expérience implique une grosse quantité de matériaux. Et il vaut mieux savoir à l'avance comment ça fonctionne. On va utiliser des seaux de 20 litres et un système de tuyauterie pour faire entrer l'eau sous le sable. Il faudra poser une sorte de filtre au fond du seau. Quand tout sera mis en place et qu'on saura comment ça marche, on fera l'expérience à grande échelle. On verra comment les différentes variétés de sable réagissent avec l'apport d'eau. Exactement. Tout est prêt pour le test à petite échelle. Tout d'abord, du sable ordinaire. Vas-y. Ah, cool. Il ne coule pas. Et même en forçant, je n'arrive pas à l'enfoncer. Ça ne bouge pas. Le sable est totalement compact. Fais couler lentement. Que se passe-t-il quand l'eau monte dans le sable? Regarde. Ça l'aspire comme le cheval du cow-boy. Pour Jamie, il faut diffuser l'eau plus régulièrement. Alors? J'espère que c'est mieux. Là, l'eau va se diffuser en 2 temps. J'ai sacrifié 2 seaux. Et entre les deux, j'ai posé ce tissu à trame serrée pour retenir le sable fin et tout le reste, dont la boue. Ça va dans ce seau-là. D'accord. On scelle le bord extérieur? Tu l'emboîtes, et sans le tissu, ça tient bien. C'est bien coincé. Cette fois-ci, ils utilisent l'un des sables du magasin. À ce débit, mon pied ne coule pas au fond, mais il s'enfonce plus vite que dans du sable ordinaire. Et j'ai du mal à le retirer. Jamie tient le bon bout, ou plutôt, c'est la boue qui le tient. Le débit doit être réduit au minimum?
Oui. Et voilà. La succion est forte. On aurait des problèmes si c'était le corps entier. Essayons le sable plus fin pour voir s'il est plus maîtrisable. D'accord. C'est cool. T'arrives à en sortir? Facilement? Pas vraiment. Je vais tirer mon pied. Là, en fait... Le sable plus fin a un effet de succion différent. Oui. Et qu'en est-il de l'argile? Drôle de sensation. Ça ne marche pas du tout. Ce n'est que de la boue qui n'absorbe pas l'eau. Ils optent pour un type de sable. Le test est probant, mais seront-ils capables de le reproduire à grande échelle? Je suis sûr que ça va marcher. On a tous les éléments nécessaires. On va pouvoir contrôler le débit et... C'est une grosse installation. 9 tonnes de sable, 7000 litres d'eau, des grosses pompes. Ça fait beaucoup. Retournons à l'appareil électrique qui tombe dans le bain. Est-il assez puissant pour tuer? Quand l'objet entre en contact avec l'eau, le courant électrique est attiré par la vidange métallique. L'eau en soi n'est pas un bon conducteur, mais la présence de sel favorise la conductivité. Le corps humain ayant une forte teneur en sel, le courant électrique le traverse de part en part. Il est temps de découvrir le futur baigneur. Notre rêve se réalise. On est bon. Allons-y. Il est parfait. On a déjà un problème. Enfin, presque. Il a perdu ses bras. On n'a qu'à les manger avec des carottes et du céleri. On insère dans la poitrine 2 plaques de cuivre qui feront office de cœur. Le gel balistique possède des propriétés similaires à celles du corps humain. Il devrait laisser passer l'électricité de la même façon. Ce relais est réglé pour se déclencher vers 6 volts et nous savons par expérience que le cœur sera traversé par un courant d'environ 70 mA. Les Mythbusters ne seraient pas ce qu'ils sont sans une dose de pyrotechnie. Adam prépare un dispositif qui explosera quand le courant atteindra 70 mA. On va faire passer un courant mortel dans le cœur. Ça court-circuitera ce fil. Et alors, on saura à quoi s'en tenir. On peut le recharger immédiatement. Comme d'hab. 3, 2... C'est cool. Passons au test. Appareil numéro 1, un sèche-cheveux muni d'un interrupteur différentiel. Si les Mythbusters ont bien installé le circuit, le courant devrait se couper dès que l'appareil touchera l'eau. 3, 2, 1, vas-y! Mais quelque chose cloche. Regarde l'eau. Il pompe. Quel est l'ampérage? 0,95. Qu'est-ce que c'est que cet interrupteur? Il pompe de l'eau. C'est bidon. Le relais ne s'est pas déclenché et l'ampèremètre n'indique pas une intensité capable de tuer quelqu'un. Voilà, il faut essayer avec un appareil sans interrupteur différentiel. Qu'est-ce qu'on a? Une radio. Compte à rebours. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1, vas-y. Une fois encore, l'étagère se rabat sans problème. 1 milliampère. 1 milliampère, le 70e de la dose électrique mortelle. Des clopinettes. C'est le terme scientifique. Plutôt celui de Adam. Les Mythbusters ont besoin des conseils d'un expert en électricité. Il y a 2 anomalies dans le circuit, Adam et Jamie. C'est un rattache typique des expériences de Mythbusters. D'abord, la résistance du corps humain dans un bain est de l'ordre de 1000 ohms, au lieu des 20 000 relevés sur le gel balistique. Et il se trouve qu'il y a électrocution quand un courant de 6 mA passe par le cœur, et non 60 comme on le croyait. Et moi, j'ai fait une bourde parce que j'ai mal calibré le multimètre. J'ai lu le voltage au lieu de l'ampérage. Je ne mesurais pas le circuit de mise à la terre. À propos de malentendus, tout Mythbuster qu'il soit, Adam et Jamie sont aussi sujets à l'erreur.
Il recalibre le système et le sèche-cheveux relié à la terre fait un autre plongeon. 2, 1... L'interrupteur a coupé immédiatement le courant. C'est un appareil qui sauve la vie. À présent, le circuit fonctionne. Ce vieux sèche-cheveux n'est pas relié à la terre. À chaque plongée, le courant qui passe dans les plaques se lie sur l'ordinateur de Jamie. Il est mort. Qu'est-ce que tu lis, Jamie? J'ai 8,5 mA au niveau du cœur. Tout ce qu'il y a de plus mort. C'est bien au-delà du seuil mortel. On baisse l'intensité? Adam est loin du compte. Au diable les 70 mA. 6 sont suffisants pour causer une perte de contrôle des muscles, d'où l'incapacité de sortir du bain. Prochaine étape, un grille-pain. Ça sent le danger. Tu es prêt? J'enregistre. Ok, 3, 2, 1... Notre ami est grillé. 12 mA. C'est on ne peut plus mortel. Mauvais les grille-pains. Et maintenant, un de mes préférés, le fer à friser. C'est parti! Tu te prends pour un clown? On y va. 3, 2, 1... 4,5. Ça ne doit pas être agréable. Tu serais déjà sorti du bain. Tu crois? N'oublie pas qu'on a 4 mA et demi au niveau du cœur. Tout le corps doit être... 6 mA sont mortels, mais 4,5, ça secoue. Oui, c'est sûrement désagréable. Je n'aimerais pas être dans la baignoire. Et maintenant, le fer à repasser. Le Fierro de los Muertos. C'est l'intensité la plus forte. 32 mA. Cette chose a littéralement terrassé notre sujet. 32 mA. Plus de 5 fois le seuil mortel. Les appareils avec une forte résistance chauffante libèrent beaucoup plus de courant, parce qu'une résistance est à la base une sorte de court-circuit un peu modifié. L'eau absorbe plus de courant. Les Mythbusters s'aperçoivent que si l'appareil atterrit près du trou d'évacuation métallique, la quantité d'électricité dégagée est considérablement réduite, car le courant parcourt une distance plus faible. On sait déjà qu'on peut s'électrocuter. Voyons maintenant ce qui se passe si on ajoute un bain moussant. La conductivité va-t-elle changer? L'intensité est plus faible que la dernière fois. 11 mA contre 18, je crois. Le bain moussant ne l'augmente pas, il semble même l'amoindrir. Maintenant, on va verser 200 ml de fausse urine. Leur fausse urine est un mélange d'eau salée et de colorants alimentaires. Test urine, 3, 2, 1... C'est en plein dans la zone mortelle. Rajoutons du sulfate de magnésium. Normalement, le sel accroît la conductivité de l'eau. Ça monte en flèche. Plus d'1 ampère, c'est énorme. Tu serais grillé, frit, bouilli. Et c'est celui qui n'y croyait pas qui le dit. C'était très instructif. On a appris qu'un appareil électrique dans un bain peut tuer. Absolument. Et curieusement, l'endroit où il tombe a un effet important sur l'intensité du choc qu'on peut ressentir. Et les composants de l'eau déterminent la rapidité de la mort. Tout le monde veut savoir si c'est un mythe bidon ou pas. Je confirme qu'il est vrai à 100%. Terminé. Retournons au mythe des sables mouvants meurtriers. Je suis sûr que ça va marcher. La question est, dans quelle mesure? Car on risque de couler au fond. Je ne sais pas dans quel laps de temps. L'idéal serait de plonger dedans et de rester coincé. Pour cette expérience, les garçons ont besoin d'un très gros saut. Stop!
Mais celui-ci a un passé haut en couleur. Hé Adam, tu sais à quoi ça servait? Non, à quoi? À y mettre des matières fécales. Je vais découper cette citerne à 2,50 m. Et de l'intérieur. Quel plaisir! Ces trous recouverts de gaz évacueront l'eau, mais empêcheront le sable de passer. La surface de notre mélange ne sera pas comme de la boue, elle aura l'aspect du sable, ce qui correspond mieux à l'idée qu'on se fait des sables mouvants. Entre-temps, Jamie et Christine travaillent sur le diffuseur. La gaz laissera entrer l'eau dans la citerne, mais empêchera le sable de s'écouler dans la pompe. On a une énorme citerne d'1,80 m de diamètre sur environ 2,50 m de haut. On injectera de l'eau par le diffuseur dans 2 mètres de sable. Et quand l'eau s'infiltrera au bon débit, on devra avoir nos sables mouvants. Notre but n'est pas seulement de créer des sables mouvants, mais des sables mouvants mortels. Je ne sais pas si nous y arriverons, car quand on sait ce que cela implique, le sable même rend la noyade difficile, parce qu'il rend l'eau plus dense. Une eau sableuse est plus lourde que de l'eau douce. Par conséquent, on flottera mieux. Cette piscine fera double emploi, base et réservoir pour notre citerne de sable mouvant. Tu es très bien. Encore 30 cm. C'est bon. La citerne est en place. Génial. Maintenant, au remplissage de la piscine. L'expérience des sables mouvants tourne un peu au vinaigre. Adam veut utiliser une lance à incendie pour en finir vite. Ce qui implique avoir accès à une bouche d'incendie, passer des coups de fil, sans compter des frais éventuels. Jamie, lui, est satisfait de son tuyau d'arrosage. Environ 30 secondes pour 20 litres. Alors, ça fait 40 litres par minute. 10 minutes, 400 litres et 100 minutes pour 4000 litres. Ça fait 175 minutes pour 7000 litres. Il faudra 3 heures pour remplir la citerne et probablement 1 ou 2 heures de plus pour la piscine. Ça veut dire 5 heures en tout. Avec la lance à incendie, ça prendrait 3 quarts d'heure. 4h20 minutes. Jamie reste intraitable. Sous ce béret se cache un Mythbuster têtu. Tu veux toujours jouer la sécurité et tu perds du temps parce que tu es radin. Je te donne juste mon avis et je me fiche pas mal du tien. Je dis simplement que... T'en as rien à faire de mon avis, tu m'écoutes jamais. Si on n'est pas d'accord, tu parles jusqu'à ce que j'en ai marre de t'entendre et on fait ce que tu veux. C'est ça, mon vieux. Et maintenant, je vais subir tes jérémiades à longueur de temps. Tu ne vas pas arrêter de te plaindre pendant le remplissage. J'aime être efficace et rapide, mais Jamie cherche toujours à en faire le moins. Je ne sais pas comment l'exprimer, il est partisan du moindre effort. Il veut continuer avec son tuyau d'arrosage, alors que moi je voudrais utiliser une lance à incendie qui remplirait le tout en 15 ou 20 minutes. Avec le tuyau, ça va prendre des heures. Pas le temps de discuter. Je vais ouvrir le robinet. Les 9 tonnes de sable sont arrivées. Ça fait beaucoup de sable. Ainsi qu'un expert en sable mouvant. Il se forme plus facilement quand le sable est très fin. Les géologues l'appellent parfois sable sucre. La plupart des sables mouvants ont des grains extrêmement fins. Les 9 tonnes de sable que nous avons là feraient des bons sables mouvants? C'est le meilleur, car le grain est très fin et il y a une telle surface qu'au moment où l'eau sera propulsée, elle s'infiltrera partout et elle créera les conditions idéales. Cette pompe d'irrigation débite plus de 6000 litres d'eau par minute. Et si la pompe s'arrête pendant que Adam et Jamie sont dans la citerne, le sable deviendra compact et nos amis auront des problèmes pressants. Les Mythbusters vont affronter 2 dangers. D'un côté, ils risquent d'être aspirés sous les sables mouvants. De l'autre,
ils peuvent être écrasés. Tom nous a fait remarquer, à juste titre, que si la pompe s'arrêtait pendant l'expérience, on mourrait prisonnier de 9 tonnes de sable. C'est inquiétant. Avant de parler avec Tom, je ne craignais pas d'entrer dans les sables mouvants. Mais je pense qu'il a raison. Il faut être prudent. Adam et Jamie vont réfléchir sérieusement à leur sort qui ne tient qu'à un grain. Pendant ce temps, les jeunes Mythbusters s'attaquent à un mythe qui leur met les nerfs à fleur de peau. Vous allez adorer ça. Le prochain test s'appelle le tatouage explosif. On dit que si on porte un tatouage et qu'on passe une IRM, le tatouage explose. Inquiétant, non? Quelque chose me dit que je vais être le cobaye. En 2 mots, l'encre pour le tatouage, et en particulier celle qu'on utilisait il y a plus de 20 ans, contient des traces de métal. L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, est un aimant puissant d'une force d'au moins 30 000 fois supérieure à celle du champ magnétique terrestre. Quand des fragments métalliques entrent en contact avec l'aimant de l'IRM, il en résulte, dit-on, une douleur plus forte que la séance de tatouage elle-même. Tu vas faire une IRM? Non. Non? Non. Tu dois savoir que dans Mythbusters, on met son corps à l'épreuve. Et comme tu es la seule à être tatouée, tu dois au moins faire une IRM du bras. Puisque Jamie et Adam vont se jeter dans un bourbier de sable mouvant, la moindre des choses serait que Scotty sacrifie un bras à la science. C'est mon chien fantôme. Je crois qu'elle a peur. Elle est mignonne dans sa robe de chambre. Les employés de l'hôpital ont entendu parler des tatouages explosifs, mais ils sont pratiquement certains que Scotty ne craint rien. 1 ou 2 cas sur 100 patients tatoués réagissent au passage à l'IRM. Mais ce sont des réactions mineures qui se traduisent principalement par une petite gêne et une rougeur à l'endroit du tatouage. Personne n'a jamais constaté d'explosion. Est-il possible que le champ magnétique génère une sorte de courant dans les pigments ou dans les matières du tatouage? C'est possible, mais improbable, car pour créer des courants induits, il faut des longueurs de fil ou des boucles. Aussi, on ne voit pas très bien comment ces particules minuscules auraient des courants induits, mais nul ne peut dire avec certitude que ça n'existe pas. Tout va bien? Ça va. Qu'est-ce que ça sent? On dirait du bacon frit. À la moindre alerte, on arrêtera l'examen. On dirait une entrecôte. L'appareil vise les milliards d'atomes d'hydrogène du corps. Les atomes s'alignent sous l'effet de la force du champ magnétique. Puis, ils sont la cible d'ondes de radiofréquence. Les atomes absorbent ces ondes et le signal résultant est transmis à un ordinateur qui traduit les données en images 2D. L'image est déformée, on voit le tatouage? Non. Le bras couvert d'encre de Scotty est intact. Aucune douleur, aucune gêne, pas d'explosion. Tout a l'air bien. Le mythe du tatouage n'est pas encore déclaré bidon. Les Mythbusters en herbe ont à peine gratté la surface. Si on veut démolir ce mythe, on doit faire des expériences. Il faut tester les composants de ces pigments individuellement pour découvrir la cause d'une irritation ou d'une explosion. Quelle est la composition de l'encre de tatouage? Les pigments sont un pot pourri d'éléments chimiques, parmi lesquels des oxydes de fer, de zinc et du bioxyde de titane. Selon la théorie, les composants métalliques des pigments de tatouage réagissent au champ magnétique de l'IRM. On a ici certains de ces composants, oxyde de fer, cuivre et zinc, et du mercure. On va exposer quelques éléments à un champ électromagnétique puissant. On verra s'ils s'alignent sur le champ magnétique. Ensuite, si en théorie il y a un courant induit, on le vérifiera avec un voltmètre. Et bien sûr, si les pigments créent une excitation sur la peau et la chauffent, un thermomètre nous indiquera s'il y a une différence de température. Quel composant est le coupable? Il les teste un par un. D'accord. Cuivre et zinc.
C'est cool. Seul l'oxyde de fer réagit au champ magnétique. Après tous ces tests, le coupable est l'oxyde de fer. Il se déplace au-dessus du champ magnétique. Il s'aligne. Si on veut faire exploser un tatouage, on fabrique notre propre encre et on y ajoute de l'oxyde de fer. On en fait une bonne quantité et on tatoue quelqu'un. Ce serait bien de l'essayer sur toi. Non, 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 D'accord. non, non. Scotty n'en démord pas. Elle n'a pas l'intention de servir de cobaye. Direction la boucherie pour trouver un sujet plus coopératif. Nous voulons du porc. Avec sa peau. Magnifique. Pense à la bonne viande. On prend le jambon ou la poitrine? Je suis végétarienne. Je choisirais la poitrine. C'est comme une grande toile sur laquelle on peut dessiner. C'est plus tendre aussi. Il y a encore des poils. Voici mon vieil ami Mati. C'est l'auteur de ce nouveau tatouage. Salut Mati. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Il est là pour nous montrer comment tatouer notre porc. Génial. Tu as déjà tatoué un porc? Non, jamais. On m'a dit d'essayer les oreilles de cochon pendant mon apprentissage. Mais je ne l'ai jamais fait. J'utilisais ma jambe. Il a entendu parler du mythe de l'IRM. Je n'y crois pas. J'entendrai davantage de gens en parler. Revenir au salon de tatouage en demandant « Qu'est-ce qui est arrivé à mon tatouage ?» Mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait dit « J'ai passé une IRM et mon tatouage a explosé. » Si c'était le cas, ça se saurait. Il découpe la viande en morceaux. Mati va utiliser 2 sortes d'encre, un pigment classique et une mixture spéciale bourrée d'oxyde de fer, le composant qui réagit à l'électroaimant. Mati, voilà le pigment ultra métallique. Vérifie si la consistance est bonne. Ouais, ça m'a l'air bien. Maintenant, on fait pénétrer les pigments dans la peau du porc. C'est brut. Ne t'approche pas de mon bras. Reste loin de moi. La viande tatouée est prête à subir les tests. Voyons si ça change. Fais gaffe avec ça. Oh oui. Regardez. Je le sens dans mes pinces à cheveux. Dès qu'on l'approche de l'appareil, l'encre au superoxyde prend vie. Soudain, la boîte est aspirée au cœur de la machine. Ça ne marche pas. Non. C'est complètement dingue. L'oxyde de fer a été aspiré dans l'aimant. La boîte s'est envolée. C'est cool. Heureusement qu'on avait collé le couvercle. Sinon, on serait interdit de séjour. Autour du porc. C'est notre encre super oxyde, spécial Mythbuster. Si quelque chose doit exploser, ce sera celui-là. Il y a un problème avec l'image. La forte teneur en oxyde de fer semble avoir un effet. Vous pensez que le tatouage crée des interférences? Absolument. Mais il n'est pas explosif. Il n'a pas explosé. Éponge-le pour voir si les pigments sont remontés. Non. Aucun pigment en surface. Bon. Passons à l'oxyde de fer classique. On trouve dans les salons de tatouage. L'oxyde de fer contenu dans l'encre ordinaire interfère aussi avec le scanner, mais l'effet est moins intense. Pour finir, Scotty, Tori et Carrie se retrouvent avec des morceaux de porc tatoués qui n'ont pas explosé. Quelles sont tes remarques sur les tatouages explosifs? Le coupable est sans aucun doute l'oxyde de fer. Il réagit au champ magnétique et on en trouve dans la plupart des encres de tatouage. Au pire, il chauffe. Il y a eu un cas de clog, d'après ce que nous a dit un opérateur, mais ça n'explose pas. Alors il n'y a pas de tatouage explosif. Non, désolé de te décevoir, mais ça me rassure. Le mythe est confirmé? Plausible?
Ce mythe est bidon. L'installation de la citerne de sable mouvant est presque terminée. Mon pied était coincé, désolé. On installe au fur et à mesure. Et c'est toujours une surprise quand l'expérience marche comme on l'a prévu. Je pense qu'ici, ce sera le cas. Tout avance assez rapidement. Super. Regarde, c'est génial. Pourvu que ça fonctionne. Si cette vanne pète, la pompe n'alimentera plus la citerne en eau. Et on se retrouvera dans une masse de sable dur, compacte et mortelle. Rien de tel qu'un engin de terrassier pour faire ressortir le petit garçon qui sommeille en Adam. C'est bon. Stop. Et là, J'essaie de trouver un moyen de l'atteindre pour l'ouvrir. Ce n'est pas rassurant de tout lâcher d'un coup. Ça y est. c'est vrai? Regarde le sac se vider. C'est trop cool. Alors? Mon île privée. La citerne est remplie de sable et d'eau et on est quasiment prêt. Mettons la pompe en marche et mouillons le sable. Oh, Jamie! Pas de problème. Ça marche. Jamie? Oui? On a nos sables mouvants. Adam et Jamie espéraient avoir une belle surface de sable. Au lieu de ça, ils se retrouvent avec un bourbier et un dilemme. Nos ouvertures n'évacuent pas l'eau assez vite. Les sorties que nous avons installées sont censées évacuer l'eau avant qu'elle ne recouvre le sable, de façon à avoir une plage de sable qui se change subitement en sable mouvant. Malheureusement, le sable est si fin qu'il bouche les ouvertures et l'eau monte et le recouvre. La plateforme est fonctionnelle. Tout se passe comme prévu. On doit juste mieux filtrer le sable pour avoir une belle plage. On a posé du rembourrage en coton qu'on utilise pour empailler les animaux ou matelasser les couettes. Avec un peu de chance, cette plus grande surface laissera passer une plus grande quantité d'eau, tout en retenant le sable. On va l'essayer. Ça a l'air de marcher. Rajoutons du sable. Entre-temps, Christine a réussi à fabriquer un hydromètre destiné à mesurer une densité spécifique. Cet hydromètre va mesurer la densité de cette eau et quand on le mettra dans le sable, il nous dira si le mélange est plus dense ou non. On plonge l'instrument dans l'eau et on marque sa ligne de flottaison. Puis on le jette dans la citerne. Il flotte. Ça prouve que le mélange sable-eau est beaucoup plus dense que l'eau. Il serait à ce repère si c'était de l'eau. En théorie, une personne devrait mieux flotter dans des sables mouvants que dans de l'eau. Mais les Mythbusters sont connus pour réfuter les théories. On a plusieurs techniques pour s'en tirer. Tout d'abord, ce que chacun aimerait avoir à proximité de sable mouvant, une treille. Deuxièmement, une canne. On recommande souvent son usage dans les documents sur les sables mouvants. C'est un outil utile pour s'en extraire. Et troisièmement, une barre qu'on posera en travers de la citerne pour que je m'y accroche si la situation devient critique. À ce moment-là, j'émettrai des bruits qu'on ne fait pas quand on s'amuse. Dans le pire des cas, Adam mourra. J'espère que ça n'arrivera pas. Je n'ai pas envie de chercher un autre comparse. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour cette expérience. Je suis sûr que tout va bien se passer en fin de compte. Le casque colonial est utile pour retrouver une personne engloutie dans des sables mouvants, parce qu'il flotte à la surface. Quelle magnifique plage de sable blanc. Aucun danger par ici. Il est temps de passer à l'action. La pompe est en marche et l'eau commence à monter dans le sable. Au moment de la liquéfaction, Adam a la sensation de couler. C'est plus dangereux que je ne le pensais.
C'est froid. J'ai commencé à m'enfoncer très lentement, et quand l'eau a atteint ma poitrine, dans le mélange sable-eau, j'ai senti que j'étais à mon point de flottabilité. À peu près ici. On a coupé la pompe. Et je ne vais pas pouvoir sortir de là si on ne la remet pas en marche. Le corps de Adam est bien moins dense que les sables mouvants. Il reste en suspension. Nous avons inventé un scénario réaliste pour les pires sables mouvants. On utilise du sable extrêmement fin, appelé sable-sucre. On a de l'eau qui s'infiltre dedans, comme dans un puits artésien. Et quand la pompe fonctionne, on s'enfonce vraiment. Presque sorti une jambe. Cette liane est très pratique. Oh mon Dieu. C'est au tour de Jamie. C'est incroyable. Le mélange me porte. Je suis en train de flotter. Je ne touche pas le fond. Je flotte comme un morceau de polystyrène. Quel pied, ça devrait pas être permis. Alors, verdict final sur les sables mouvants qui tuent au cinéma. On sait que des gens, et même des animaux, ont péri dans des sables mouvants. Mais c'est généralement parce qu'ils ont été exposés à, disons, la déshydratation. Comme ils n'ont pas pu s'extraire, ils sont restés dedans jusqu'à la mort. Tués par les éléments et non par le sable qui, en les aspirant lentement vers le fond, comme dans les films, les aurait engloutis. Non, en réalité, on flotte parce que le mélange d'eau et de sable est très dense. On est comme un bouchon sur l'eau. La meilleure chose à faire, c'est de faire la planche. On flotte bien en surface. Et on peut se servir des plantes, de la canne ou de ce qu'on a sous la main pour essayer de s'extraire en douceur. Alors, le dernier mot des Mythbusters sur les sables mouvants hollywoodiens, c'est confirmé, plausible ou bidon? Je suis étonné que tu le demandes. C'est complètement bidon. Ça n'existe pas. D'accord avec toi, c'est bidon. Les Mythbusters ont démythifié. Les sables mouvants qui tuent, c'est bidon. C'est froid!